En Russie, l'une des priorités du gouvernement est de surmonter la crise économique. L'économie russe, dépendante des exportations de pétrole, est plombée par l'effondrement des cours du baril et par les sanctions occidentales. Si le gouvernement affirme que le pays est sorti de la récession, les Russes, eux, ressentent pleinement les difficultés dans leur quotidien. À Moscou et en région, le reportage d'Elena Voloshin. La Chambre civile russe, une institution chargée de la médiation entre les citoyens et leur gouvernement. Depuis l'ouverture à l'été 2015 d'une ligne téléphonique dédiée aux impayés de salaire, les standardistes reçoivent des dizaines d'appels par jour. La Chambre civile, j'écoute. Depuis combien de mois on ne vous paie pas votre salaire? Depuis combien de temps ne vous a-t-on pas payé? C'est le montant total de ce qu'on vous doit? En moyenne, nous recevons 1000 appels par mois de toutes les régions de Russie. Les plaignants travaillent dans le secteur du business, dans le social. Il y a des ouvriers en bâtiment, il y a même des fonctionnaires de l'État. Officiellement en Russie, 75 000 employés attendent en vain leur salaire. Fleuron industriel à l'époque soviétique, la gigantesque usine de wagons ferroviaires de Torjok est à l'arrêt depuis 6 mois. Pour ces ouvriers, c'est en 2014 que les ennuis ont commencé. On nous nourrissait de promesses. Vous aurez bientôt votre salaire. Il faut construire des wagons d'abord. Alors on construisait. Mais on ne recevait rien. Un mois ou deux s'écoulait, une nouvelle commande arrivait, alors on se remettait au travail. Tout le monde y croyait. On y a cru pendant 2 ans, mais au final, on s'est retrouvé sur le carreau. Avant la crise, les usines ferroviaires souffraient déjà d'une faiblesse des commandes de la part de RGD, le monopole public du transport ferroviaire russe, peu enclin à moderniser son parc. Mais depuis que ces caisses sont vides, l'État n'achète plus de trains et les usines sont en faillite. Pour Sergueï et les autres, difficile de retrouver un travail qui permette de survivre. Les usines ferment. Il y a du travail, mais les salaires sont dérisoires. On ne veut pas travailler pour des kopecks. Il y a 5 ans, on gagnait bien notre vie. Aujourd'hui, les salaires sont entre 10 et 20 000 roubles par mois. Pour tenter de gagner un peu plus que l'équivalent de 150 € par mois, Sergueï travaille au noir dans un garage. Son nouveau patron, Alexei, est lui aussi un ancien de l'usine de wagons. Salut les gars! Si Alexei ne déclare pas son activité de garagiste, c'est parce qu'il ne veut compter que sur lui-même. Je pourrais monter une entreprise déclarée, mais pour ça, il faut un capital de départ. Et si tu prends un crédit à la banque, c'est fini, tu ne feras jamais de profit. Tout le monde se débrouille comme il peut, soit tu fais taxi, soit tu montes une petite affaire. Sur le millier d'ouvriers de l'usine de wagons de Torjok, 89 seulement se sont inscrits au centre de recherche d'emploi de la ville. Ici, on leur offre l'équivalent de 10 à 60 € de chômage par mois. Parce que la plupart se débrouillent par l'économie souterraine sans passer par les institutions de l'État, même en temps de crise, les chiffres du chômage restent étonnamment bas. Au 1er février 2016, le chômage était à 1,1%. Par rapport à il y a un an, il a augmenté de 0,2%. Ce n'est pas beaucoup. Bien sûr, je comprends que lorsque les citoyens touchaient un salaire décent, ils ont du mal à accepter de gagner moins avec le travail qu'on leur propose, mais bon. Alors que la crise achève le lent naufrage de certaines industries traditionnelles, elle tue aussi dans l'œuf des initiatives innovantes. Pendant 10 ans, Vitali fut le pionnier de la réalité virtuelle en Russie. Avant la crise, son chiffre d'affaires atteignait 10 à 15 millions de dollars par an. Puis brusquement, tout s'est arrêté. Lorsqu'en août 2014, les sanctions contre la Russie ont été décrétées, notre entreprise a souffert d'une diminution subite de la demande à l'étranger. L'effondrement du rouble, lui, nous a ôté toute possibilité de vendre en Russie. Parce que les technologies utilisées par ces machines étaient produites à l'étranger et donc achetées en dollars, les coûts de production de Vitali ont explosé. Si avant notre système coûtait 1 million de roubles, maintenant il en coûte 2 millions.
C'est impossible de monter un business de production en Russie et de lancer des technologies innovantes. Il ne reste plus qu'à vendre des marchandises. Il y a 3 ans, un dollar valait 30 roubles. Aujourd'hui, il en vaut 75. Ceux qui souffrent le plus de cette hécatombe monétaire, ce sont eux. Les Russes qui ont contracté il y a quelques années des crédits hypothécaires en dollars manifestent désormais presque chaque jour à Moscou. Aujourd'hui, ils barrent la rue devant la banque centrale. Les banques leur ont vendu des crédits en dollars à des taux alléchants. Les montants qu'ils doivent désormais rembourser ont triplé et les banques menacent de saisir leur logement. On ne s'y attendait pas parce que toutes les chaînes de télévision nous disaient que la situation est stable dans le pays. Si on m'avait dit la vérité à ce moment-là, je n'aurais pas pris ce crédit. Mais on nous disait que tout irait bien, que la situation était stable. Très vite, la police procède à des arrestations. En Russie, aucune loi ne protège ses emprunteurs face à la volatilité du rouble. La crise, certains l'avaient vue venir, tandis que d'autres ont été pris de court. Malgré les discours toujours rassurants du gouvernement, les Russes ne croient plus vraiment au lendemain qui chante. Contrairement à ses voisins dans la région, et notamment à la Tunisie, le Maroc a été épargné par le terrorisme ces dernières années. Aucun attentat n'a eu lieu dans le pays depuis 5 ans. Pourtant, la fréquentation touristique continue de chuter. En France, même si le Quai d'Orsay a classé le Maroc parmi les pays les plus sûrs du monde, les touristes français hésitent à se rendre dans le royaume chérifien. C'est un reportage dans la célèbre station balnéaire d'Agadir, signé Sarah Doublier, Jean-Marie Lemaire. Agadir et son soleil de plomb en plein hiver. Malgré ses 300 jours d'ensoleillement annuel, c'est toute la station balnéaire qui tourne au ralenti. La plage principale est désertée par les touristes. Sur la corniche, les clients se font rares. On a baissé de 30% les tarifs de jet ski. Mais ce n'est pas juste pour la concurrence, c'est à cause il n'y a pas assez de clients. En 2015, les agences de voyage annonçaient une baisse de 45% de la fréquentation touristique au Maroc. Une chute palpable depuis près de 3 ans. C'est pas comme les années passées. Maintenant, c'est la crise partout. Craignant pour leur sécurité, les vacanciers français qui formaient alors le quart des touristes annuels ont massivement boudé le royaume chérifien. Pas de quoi inquiéter ces irréductibles. Les gens nous disent de France, quand on s'en va au Maroc, mais vous êtes fous, vous n'avez pas peur de tout ce qui se passe? Mais je dis non, on ne vit plus à ce moment-là. Des terrasses désespérément vides. La multiplication des attaques meurtrières de Daesh dans la région a impacté directement l'emploi local. Ici, le chômage touche tous les corps de métier. Ce qui s'est passé en Tunisie et à Paris a fait que le tourisme n'est plus comme avant. Maintenant, les touristes ont peur du terrorisme. Ici, beaucoup de gens vivent du tourisme, mais le secteur connaît une baisse. Vraiment, ce n'est plus comme avant. Pourtant, le tourisme au Maroc est le 2e secteur pourvoyeur d'emplois. Ce jour-là, un seul client est en terrasse chez Alain et Myriam. En plus de 30 ans, ce couple de restaurateurs a traversé de nombreuses baisses d'activité. Mais cette année, la situation est inédite. Il y a eu des baisses chaque fois qu'il y a eu un problème à l'international, la guerre en Irak, des trucs comme ça, ou le 11 septembre. Puis c'est reparti, mais là ça traîne un petit peu trop, et puis bon, on diminue les achats, et puis on met le personnel en congé autant que possible, et puis on essaye de tenir le coup en attendant que ça redémarre. Nous sommes tous dans la même galère maintenant. Beaucoup de commerces sont à vendre, les bazars ont fermé, 200 bazars ont fermé, et tout le monde souffre. Tout le monde. Une réalité du terrain morose qui semble échapper aux officiels. Le ministère du Tourisme avance même un chiffre étonnant. Les arrivées touristiques n'auraient chuté que de 1% l'année dernière. Je ne sais pas si c'est une chute, mais c'est une régression de moins 1%. Étant donné les événements qui se sont produits dans la région, pour nous, c'est une réalisation.
De leur côté, les opérateurs touristiques ont conscience du problème, loin du discours officiel. Malheureusement, quand l'image est tronquée, quand l'amalgame est installé et qu'il n'y a pas une communication agressive, de montrer le Maroc comme il est, en marche, souriant, avec ses valeurs, son authenticité, sa sécurité, il y a une baisse de 20 à 30% que nous vivons aujourd'hui. Multiplication des patrouilles, contrôle aux abords des restaurants, la sécurité a été renforcée pour rassurer les touristes. Parmi les premiers à reprendre le chemin du Maroc, les amateurs de camping-cars, pour la plupart, fins connaisseurs du pays. Après une sérieuse baisse des fréquentations ces 2 dernières années, à Tarazout, dans le sud du Maroc, le camping Terre d'Océan reprend peu à peu des couleurs. Voilà une petite signature. Emmanuelle est gérante de l'établissement depuis 7 ans. Et à son grand bonheur, les arrivées se succèdent depuis quelques jours. Car après l'assassinat en Algérie du guide de haute montagne Hervé Gourdel, elle a bien constaté l'hésitation des voyageurs à se rendre au Maroc. Cette année, c'est un petit peu pareil. Ils attendent de voir comment ça se passe, si tout est calme, s'il n'y a rien d'alarmant. Et puis après, ils arrivent. Et là, ils arrivent tout de suite. Là, ils arrivent. Cela fait 8 ans que cet Aveyronnais passe ses hivers au Maroc. Pourtant, cette année, Alain a eu plus de réticence à prendre la route. Avec tous les événements qui se passent en France, qui se sont passés, les médias qui en rajoutent certainement un peu aussi. Donc il y a une psychose. Dès qu'il y a quelque chose en France, ça y est, c'est un terroriste. On n'entend que ça. Alors qu'au Maroc, c'est calme depuis qu'on est là. Le Maroc, dernière destination touristique du Maghreb accessible pour ses voyageurs, arrivés de toute l'Europe pour profiter de l'hiver, loin de l'angoisse sécuritaire. En Irak, de plus en plus d'artistes se mobilisent pour utiliser l'art contre la violence. Hussein Adil est l'un d'entre eux. À tout juste 20 ans, ce jeune Irakien a inventé une combinaison anti-bombe pour se protéger de la violence dans laquelle il a grandi. Le récit de Sophie Guignon. Casque, visière, protection et bouclier. Voici une combinaison anti-bombe. Une tenue digne d'un film de science-fiction, imaginée par ce jeune artiste irakien. Nous devrions tous avoir ce genre de combinaison ou quelque chose pour nous protéger. Dans la plupart des cas, c'est nous qui sommes en péril. J'ai commencé à penser à des solutions individuelles et des façons de me protéger. Et c'est comme ça que l'idée de cette œuvre m'est venue à l'esprit. À tout juste 20 ans, Hussein Adel a dû s'habituer à la violence. Après avoir perdu des proches dans un attentat à la voiture piégée l'an dernier, le jeune artiste a fabriqué cette combinaison. La combinaison anti-bombe est une œuvre performative qui consiste à marcher dans Bagdad et faire les choses de la vie de tous les jours. Pour attirer l'attention des passants, son ami Muslim joue le jeu. Lentement, il avance sous les arcades de la rue Rachid. Interloqué, amusé, la performance surprend les Bagdadis. Le but et l'intérêt de ce projet, dont les photos seront bientôt présentées lors d'une exposition, c'est de montrer aux gens la situation critique dans laquelle nous nous trouvons. Je voulais que les gens prennent conscience que nous risquons tous de ressembler à ça un jour, à cause de la situation actuelle. Depuis l'invasion américaine en 2003, la capitale irakienne a été la cible de centaines d'attentats à la voiture piégée. Des dizaines de milliers de civils ont été tués. Hussein Adel espère que ces performances mobiliseront les consciences. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.